Merci Madame la Présidente, Madame la Rapporteure Générale, Madame et Monsieur le Rapporteur, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. D'abord peut-être un mot pour vous dire le plaisir que j'ai à vous retrouver pour cette audition début 2023 autour de la réforme des retraites et de ce texte. Avant d'en venir aux principales caractéristiques du texte, à ce qui fait son identité et ce qui fait aussi ce que sont les priorités du gouvernement en la matière, je voudrais peut-être revenir d'un mot sur la méthode pour dire que cette réforme, telle que nous la présentons, vient après 4 années de débat sur les retraites, vient après 4 mois de concertation. Nous avons fait le choix, il y a maintenant quelques mois, avec le Président de la République, avec la Première ministre, de tenir un nouveau cycle de concertation. Et nous avons reçu chacun des partenaires sociaux, chacun des groupes représentés au Parlement, dans les deux chambres, que ce soit au ministère du Travail, que ce soit à Matignon, à l'occasion de différents cycles de discussion. C'est une concertation qui a été fructueuse parce que nous avons pu à la fois, et je le dis d'emblée, constater un certain nombre de désaccords, mais aussi nous avons aussi pu construire des convergences sur un certain nombre de sujets. Et je précise tout aussi rapidement que le fait de rencontrer ou de construire des convergences sur tel ou tel sujet, sur telle ou telle mesure, concernant ici les carrières longues, la question de la pénibilité, n'emporte évidemment pas l'adhésion à toute la réforme de la part de celles et ceux avec lesquels nous avons échangé et discuté. Ce qui est important pour moi de souligner, c'est que l'ensemble des partenaires sociaux, sans aucune exception, a participé à ces concertations et jusqu'au bout des concertations, que ce soit celles que nous avons organisées directement au ministère du Travail ou celles que nous avons organisées avec la chef du gouvernement. Ces réunions ont donc permis d'avancer sur un certain nombre de sujets, j'y reviendrai. Elles ont aussi permis, je pense notamment aux discussions avec les forces politiques, les groupes parlementaires, d'intégrer dès la présentation du texte un certain nombre d'améliorations qui sont le fruit de travaux parlementaires ou de demandes parlementaires. Je pense par exemple à la réparation d'injustices héritées du passé, que nous rassemblons souvent sous l'appellation des contrats TUC, les travaux d'utilité collective, qui concernent plusieurs centaines de milliers de personnes qui ont ainsi travaillé entre le milieu des années 80 et le tout début des années 90, et qui, alors qu'elles demandent la liquidation de leurs droits aujourd'hui, constatent que ces périodes n'ont pas été comptabilisées. Nous allons les réparer cette anomalie, réparer aussi la même anomalie pour d'autres types de contrats qui s'apparentaient à du travail mais qui n'étaient pas assujettis à cotisation. Il faut préciser que la plupart des contrats aidés sont assujettis à cotisation, permettent de cotiser, de valider des trimestres, mais que certaines formes d'emploi comme les TUC ne l'étaient pas. Nous avons aussi, à l'occasion de ces discussions, amélioré, je crois, le texte en prévoyant dès la présentation devant le Parlement la revalorisation du niveau des pensions les plus basses, les plus faibles pensions pour celles et ceux des retraités qui ont une carrière complète, et ainsi faire en sorte que cette garantie de retraite minimale à hauteur de 85% du SMIC puisse bénéficier non seulement aux nouveaux retraités, mais aussi aux actuels retraités. Nous estimons qu'il s'agit d'1,8 million de retraités sur les 17 millions de retraités que nous comptons aujourd'hui dans le pays, qui ainsi verront cette pension revalorisée. Nous avons, et c'est le troisième exemple que je voulais citer, veillé par exemple à modifier ou à compléter un certain nombre de dispositions qui concernent les retraites agricoles. Les deux propositions de loi portées par André Chassaigne ont permis de voter pour les exploitants la garantie d'une retraite minimum à 85% du SMIC pour une carrière complète. Malheureusement, un certain nombre d'indépendants, d'exploitants agricoles, doivent cesser leur carrière de manière un peu anticipée du fait d'incapacité, d'inaptitude physique due à la pénibilité du métier. Et ces carrières achevées prématurément du fait de cette incapacité ne sont pas réputées complètes, et c'est ainsi que ces retraités sont privés du bénéfice de la retraite minimum de la loi Chassaigne. En élargissant le champ aux retraités qui ont fait valoir leur droit à la retraite pour des raisons d'inaptitude ou d'incapacité, ce sont 45 000 bénéficiaires nouveaux des garanties Chassaigne que nous allons ainsi permettre d'accompagner. Nous aurons aussi à travailler, mais je ne veux pas anticiper sur les travaux du Sénat des prochains jours, sur l'examen par votre Assemblée, je crois que vous l'avez déjà fait en commission des affaires sociales, de la proposition de loi portée par M. Dive, permettant de translater, pardon pour cette vilaine expression, le régime des 25 meilleures années que nous connaissons dans le régime général sur le régime agricole. J'ai la conviction que nous aurons, à l'occasion des débats à l'Assemblée, puis ici même au Sénat, la possibilité d'améliorer encore ce texte. Je pense par exemple au droit d'ouvrir des pensions de réversion aux enfants en situation de handicap qui perdent leurs parents, ou à un certain nombre de chantiers dont je sais que votre Assemblée est particulièrement, auquel je sais que votre Assemblée fait particulièrement attention. J'en viens maintenant à la réforme telle que nous la présentons et à ses principales caractéristiques. C'est d'abord une réforme d'équilibre, puisque nous avons un double objectif, améliorer notre système de retraite, mais aussi l'équilibrer. L'équilibrer permet de répondre à une situation que nous connaissons, qui est celle exposée dans le cadre du rapport du Conseil d'orientation des retraites, avec un déficit à la fois structurel
est prolongée, mais aussi accrue d'année en année du système de retraite. Lorsque l'on prend ce rapport du corps et que l'on le consulte, la page 11 est édifiante, puisque dans cette page 11, il est précisé que quelle que soit la convention et les scénarios retenus, et vous savez toutes les préventions que nous avons pour une des deux conventions utilisées, qui n'existent pas dans la réalité, le système est déficitaire sur les 25 prochaines années. Et en réalité, lorsqu'on regarde la convention de l'équilibre par régime, le déficit est beaucoup plus prolongé et beaucoup plus prononcé. Dans l'hypothèse centrale retenue par le rapport, il est de 1,8 milliard dès 2023, avant de se creuser à 12,5 milliards en 2027, presque 15 en 2030, et d'atteindre 25 milliards d'euros par an en 2040. C'est cet aspect budgétaire, finalement, qui doit nous obliger à équilibrer le système. Nous sommes absolument convaincus que ne pas l'équilibrer et finalement, d'une certaine manière, le condamner. Et que l'attachement que nous avons les uns et les autres au système par répartition doit nous amener aussi à prendre les décisions les plus responsables pour que ce système soit équilibré. Je crois aussi que certaines lectures du rapport du corps sont parfois rapides. Quand on ne regarde dans le rapport du corps que l'évolution des dépenses en pourcentage de PIB, sans tenir compte de l'évolution des recettes dans le même temps, et donc en ignorant la dégradation du solde, c'est prendre le risque là aussi de condamner le système par répartition, de fermer les yeux sur le fait tout simplement qu'il n'y a pas que les dépenses qui comptent, mais les recettes. Si un ménage a des dépenses stables, mais les revenus en baisse, il y a fort à parier que le découvert et à plus long terme la faillite le guette, et c'est aussi à cela que nous devons faire attention. Nous voulons aussi pouvoir léguer aux générations qui viennent un système qui soit équilibré, pour pouvoir leur léguer tout simplement un système de protection à la retraite, sans être étouffé par une dette ou assommé par des prélèvements obligatoires. Il y a un certain nombre d'options qui peuvent être discutées. Il y avait l'option de diminuer les pensions, elle est inconcevable à nos yeux. Il y avait l'option d'augmenter les prélèvements obligatoires, elle serait contradictoire avec tout ce que nous faisons depuis maintenant un peu plus de 5 ans pour redonner du souffle à notre compétitivité, au marché du travail et au pouvoir d'achat des Français. Et donc nous faisons le choix de l'équilibrer parce que nous ne voulons pas augmenter les prélèvements obligatoires et nous ne voulons pas baisser le pouvoir d'achat des retraités. Et nous ne voulons pas non plus dans le même temps laisser la dette filer. Sur les 10 prochaines années, cela serait 150 milliards d'euros de dettes supplémentaires. Et dans un pays qui est déjà lourdement endetté et dans une période de remontée des taux obligataires, cela nous paraît absolument inconcevable aussi. Aussi, pour assurer l'avenir de notre système de retraite, nous souhaitons que nous puissions collectivement travailler un peu plus longtemps à l'échelle de chacune de nos vies. Et ainsi, l'âge légal sera relevé progressivement, comme vous le savez, de 3 mois par an à compter du 1er septembre prochain, pour atteindre 63 ans et 3 mois à la fin du quinquennat et 64 ans en 2030. S'ajoute à cette mesure une accélération de la mise en œuvre de la réforme dite Touraine, à raison d'un trimestre par an, pour atteindre la durée de cotisation de 43 ans, telle qu'elle avait été votée en 2013, à la fin de ce quinquennat. Ces mesures, finalement, ne surprennent pas véritablement le Sénat, puisqu'elles rejoignent dans ces modalités un amendement adopté chaque année par votre Assemblée, permettant d'apporter cette réponse en matière d'équilibre. Je tiens à préciser que nous maintenons à 67 ans l'âge de suppression de la décote. C'est un point important. 67 ans peut paraître aux yeux de tel ou tel, et le débat est là aussi légitime, un âge élevé. Mais à chaque fois que l'âge de départ à la retraite a été relevé, l'âge de suppression de la décote a été relevé en conséquence. Et ainsi, en le maintenant à 67 ans, nous réduisons la période d'application de la décote et nous savons que nous protégeons ainsi de la décote et d'une décote aggravée les assurés parfois les plus fragiles, et notamment les femmes, puisque beaucoup de celles et ceux qui vont jusqu'à 67 ans aujourd'hui pour ne pas être exposés à la décote sont des femmes du fait de carrières plus hachées que la moyenne. C'est donc un effort en termes de travail qui est demandé à tous, salariés, indépendants, fonctionnaires, titulaires de régimes spéciaux, pour financer à la fois le redressement du système et des mesures de justice et de progrès pour l'ensemble des retraites et des retraités. Cet effort va permettre de dégager des marges de manœuvre à hauteur d'environ 18 milliards d'euros en 2030, et ces marges de manœuvre seront utilisées, mobilisées, pour les 2 tiers, afin de permettre le retour à l'équilibre du système, et pour 1 tiers, pour financer des mesures nouvelles. Je disais que ça allait nous permettre de financer des mesures de justice et de progrès. Et les mesures de justice sont la seconde caractéristique que je veux souligner à l'occasion de la présentation du texte. Il s'agit donc de travailler plus longtemps, mais pas pour tout le monde et pas de la même manière. Ainsi, et c'est le premier point que je veux souligner, nous voulons mieux prendre en compte les carrières les plus longues, d'abord en conservant et en améliorant le dispositif tel qu'il existe depuis 2003, et en le rendant peut-être plus juste et plus lisible. Ainsi, lorsque l'âge légal de départ sera de 64 ans à l'horizon 2030, il restera, comme aujourd'hui, à 58 ans, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans, dans des conditions facilitées par rapport à aujourd'hui, puisque nous réduirons la condition de durée d'assurance exigée. Il sera à 60 ans pour ceux qui ont commencé entre 16 et 18 ans,
C'est un nouveau palier que nous créons et nous le faisons aussi en cohérence avec la promotion de l'entrée dans la carrière professionnelle par l'apprentissage qui intervient régulièrement entre 16 et 17 ans. Et il sera à 62 ans pour ceux qui auront commencé à travailler et à cotiser entre 18 et 20 ans. Je précise là aussi que le dispositif permettra de mieux protéger ou d'être plus ouvert aux femmes en incluant des périodes de congé parental dans la prise en compte de la durée requise pour en bénéficier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ce ne sont pas des mesures anecdotiques ou marginales, mais bien des améliorations substantielles. Pour le seul dispositif permettant d'intégrer des trimestres de congé parental cotisés au titre de l'assurance vieillesse pour les parents au foyer dans les trimestres ainsi éligibles, il faut avoir en tête que 1 900 000 femmes par an bénéficient de cette assurance vieillesse pour les parents au foyer et que donc parmi elles, un nombre assez considérable vont pouvoir accéder plus facilement au départ anticipé. Je précise aussi pour la transparence et je crois la sincérité de nos débats que vous ne trouverez pas dans le PLFSS rectificatif que nous vous présentons de traces de ces mesures, parce qu'elles relèvent d'une nature réglementaire et donc nous les prendrons par décret. Par contre, dans le tableau d'équilibre financier, vous trouverez le coût de ces mesures, ce qui traduit évidemment l'engagement de mise en œuvre de ces mesures que le gouvernement prend devant le Parlement. Le deuxième élément de justice concerne le maintien de départ anticipé pour les travailleurs les plus fragiles, les victimes d'accidents et de maladies professionnelles. Ainsi, les personnes invalides en situation d'inaptitude ou d'incapacité permanente pourront, comme c'est le cas aujourd'hui, partir à 62 ans à taux plein. Et cela permettra de maintenir un nombre de départs anticipés au même niveau qu'aujourd'hui. De la même manière, nous voulons faciliter le départ anticipé des victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles. Ainsi, les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ayant donné lieu à un taux d'incapacité supérieur à 20%, égal ou supérieur à 20%, pourront partir de manière anticipée, de manière automatique, sans avis médical supplémentaire, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et nous faciliterons aussi les conditions de départ pour ceux qui sont touchés d'un taux d'invalidité ou d'incapacité supérieur à 10% et inférieur à 20%. Je précise enfin que les travailleurs en situation de handicap continueront à pouvoir partir à partir de 55 ans. Il y a aujourd'hui 2 conditions cumulatives et nous allons faire en sorte qu'il n'y en ait plus qu'une, là aussi pour faciliter l'accès au départ anticipé pour les travailleurs handicapés. Et puis, dernier exemple ou dernier point sur ce sujet, les travailleurs exposés à l'amiante conserveront leur départ à partir de 50 ans comme c'est le cas aujourd'hui. Ainsi, avec ces mesures sur les carrières longues comme sur les travailleurs les plus fragiles et exposés à des troubles ou en tout cas à une forme d'incapacité, d'inaptitude ou de handicap, nous renforçons les systèmes de protection et nous facilitons l'accès à ces systèmes de protection pour bon nombre de salariés. Au global, et en réalité, lorsque l'on compare l'âge moyen de départ effectif par rapport à ce que nous connaissons aujourd'hui, l'augmentation ne sera pas de 2 ans, puisqu'il s'agit là de l'augmentation de l'âge légal de départ, mais en réalité d'un peu plus de 6 mois. Et pour les retraités qui ont les pensions les plus faibles, les 20% de pensions les plus faibles, souvent bénéficiaires de ces dispositifs, puisqu'il y a un lien de causalité, le décalage sera plutôt de l'ordre d'un trimestre. Toujours en matière de justice, il nous faut donner plus de place et plus d'importance au travail des seniors. Nous avons dit, c'est à la fois une condition d'atteinte du plein emploi et une condition de réussite de la réforme. Il y a un certain nombre de mesures qui ne relèvent pas de ce texte, en matière de formation, en matière d'accompagnement de l'emploi des seniors. Il y a des mesures qui relèvent très directement de ce texte, notamment pour faciliter les transitions. C'est la raison pour laquelle nous allons faciliter l'accès à la retraite progressive, 2 ans avant l'âge légal de départ, et l'ouvrir à la fonction publique. Nous allons aussi faciliter l'accès au cumul emploi-retraite pour les retraités qui peuvent, qui souhaitent, et parfois qui doivent cumuler un emploi avec leur retraite. Nous allons faciliter cet accès et nous allons faire en sorte que ce cumul emploi-retraite soit contributif, puisqu'aujourd'hui, un retraité qui occupe un emploi, en cumul avec sa retraite, cotise pour l'assurance vieillesse sans que ce soit créateur de droits. Et donc, nous autoriserons une seconde liquidation pour que les cotisations versées au titre de ce cumul puissent permettre une revalorisation du niveau des retraites, que ce soit les régimes de base et bien sûr, nous le souhaitons, des régimes complémentaires. Nous allons enfin créer un index senior, avec la volonté de l'appliquer à toutes les entreprises de plus de 300 salariés, la volonté de le rendre obligatoire pour ces entreprises de plus de 300 salariés, et ainsi nous prévoyons un dispositif de sanctions financières sur le modèle de ce qui se fait pour l'index égalité professionnelle femmes-hommes, pour les entreprises qui se soustrairaient, qui refuseraient cette obligation de publicité. À l'issue des discussions que nous avons eues avec les partenaires sociaux, organisations d'employeurs et organisations syndicales ayant considéré l'index comme un outil intéressant, il est ressorti qu'une fois le résultat connu, une fois les évolutions connues, plutôt qu'une sanction financière, il était plus utile de prévoir une obligation de négociation. Et donc une obligation de dialogue social, une obligation renforcée. C'est ce qui nous amène à intégrer, ou plutôt à réintégrer, la question de l'emploi des seniors au titre des items de la gestion des emplois et des parcours professionnels, donc avec une obligation de négociation triennale.
Voilà pour la partie justice. J'en viens à un certain nombre de progrès que nous voulons faire à l'occasion de cette réforme. Il s'agit d'abord de mieux prévenir l'usure professionnelle et nous entendons améliorer la prise en compte de la pénibilité. Nous voulons à la fois faciliter et renforcer l'accès et les droits acquis au titre du compte professionnel de prévention, le C2P. Cela passe par des ajustements, notamment l'abaissement d'un certain nombre de critères d'éligibilité. Nous allons par exemple abaisser de 120 à 100 nuits le nombre de nuits travaillées par an pour obtenir des points. Nous allons mieux protéger les travailleurs polyexposés. Nous allons aussi créer une nouvelle utilisation de droits des points acquis sur le C2P, points qui pourraient être acquis de manière déplafonnée, ce qui est aussi une nouveauté. Cette nouvelle utilisation consiste en un congé de reconversion permettant à un salarié d'arrêter son activité, de rester rémunéré et d'avoir le temps de suivre une formation qualifiante lui permettant d'envisager une reconversion. Et ainsi une nouvelle orientation qui est certainement souvent le meilleur moyen de prévenir la pénibilité et les conséquences de l'usure. Nous voulons aussi retravailler sur les 3 critères ergonomiques dont nous avions constaté en 2017 qu'ils étaient extrêmement difficiles à mesurer de manière individuelle, en particulier dans les petites entreprises. Le port de charges lourdes, les postures pénibles et les vibrations mécaniques. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons à la fois que les branches professionnelles soient amenées à négocier des accords de prévention de l'usure professionnelle sur la base d'une notification par la branche AT-MP des métiers qui sont considérés comme les plus potentiellement exposés à la pénibilité. Nous savons le faire, la branche AT-MP sait le faire, par les taux d'accidentologie, par la prévalence des maladies professionnelles et en s'appuyant sur un certain nombre d'enquêtes, comme l'enquête Sommer, qui permet de déterminer quels sont ces métiers les plus exposés. Pour ces métiers, les accords de prévention devront être négociés et ils pourront être cofinancés par la branche AT-MP à hauteur d'1 milliard d'euros sur le quinquennat, ce qui, en rythme annuel, est 5 fois supérieur à ce que nous connaissons aujourd'hui en matière de mobilisation de fonds pour la prévention de la pénibilité. Ces métiers feront aussi l'objet d'un suivi médical renforcé, articulé autour de la visite médicale professionnelle que le Parlement a adoptée dans le cadre de la loi Santé au travail à 45 ans, d'une nouvelle visite obligatoire à 61 ans, qui a un objectif majeur à mes yeux, qui est de permettre, pour ceux qui malheureusement ont connu et souffrent des conséquences de l'usure professionnelle, d'être sûrs de pouvoir bénéficier d'un départ anticipé avant qu'ils soient trop près de la retraite pour pouvoir bénéficier pleinement de ce droit. Je dis en soulignant que la priorité que je poursuis, et qui est celle du gouvernement, et je crois de la plupart des forces politiques et des partenaires sociaux, est de considérer que 100 000 départs anticipés pour des questions liées à l'incapacité et l'inaptitude, et donc pour des problèmes physiques, n'est pas un chiffre acceptable. Et nous ne pouvons pas nous satisfaire finalement de la réparation. Je préfère 1000 fois, et je crois que nous sommes nombreux, que les salariés puissent aller jusqu'à l'âge légal de départ à la retraite dans de bonnes conditions de santé, et ainsi accéder à la retraite en bonne santé, plutôt qu'avoir des salariés qui bénéficient d'un départ anticipé de 2 ans ou de 4 ans, mais qui débutent leur retraite plus tôt avec une santé, un organisme abîmé. C'est la raison pour laquelle la prévention est tout à fait majeure et reste notre priorité. Nous allons cependant là aussi faire en sorte que ce suivi médical renforcé permette des départs anticipés sous l'angle de la réparation, puisque les dispositifs de prévention, aussi efficaces qu'ils pourraient être, ne permettront jamais, malheureusement, de concerner tout le monde. Et par ailleurs, nous savons qu'il y a un certain nombre de travailleurs qui travaillent depuis longtemps dans ces branches et sont d'ores et déjà exposés à l'usure et pour lesquels l'usure a malheureusement fait son œuvre. Le deuxième progrès que nous voulons souligner est celui qui concerne l'augmentation de la pension minimale. Nous tenons ainsi un engagement pris par le président de la République pendant la campagne présidentielle, qui est de garantir une pension minimale de 85% du SMIC pour une carrière complètement cotisée au niveau du SMIC. Concrètement, nous allons revaloriser le minimum de pension de 100 € par mois à partir du 1er septembre 2023 pour atteindre près de 1 200 € par mois pour une carrière complètement cotisée. Cela passera par une revalorisation du minimum contributif majoré et du minimum contributif de base. Et nous prévoyons dans le texte une indexation du minimum de pension à la liquidation sur le SMIC pour que cette garantie soit pérenne et que ce soit une garantie dans le temps. Là aussi, c'est un effort qu'il faut souligner, un progrès qu'il faut souligner, puisque nous savons même que 200 000 retraités par an, soit un quart des départs à la retraite, bénéficieront d'une revalorisation de leur pension par rapport à la situation actuelle et donc bénéficieront par la réforme d'une pension améliorée. Et cela s'applique évidemment aux plus petites pensions. Nous allons appliquer, je l'ai dit, cette revalorisation aux pensions de retraite actuelles et cela concerne jusqu'à 1,8 million de retraités aussi. Enfin, et je terminerai par là, cette réforme est aussi une réforme d'équité. Nous considérons qu'améliorer la solidarité au sein des générations c'est d'une certaine manière aller au bout de la promesse faite par notre système de répartition de plus d'équité. Et c'est pour cela que nous voulons fermer, en matière de retraite, un certain nombre de régimes spéciaux. Régimes qui nous paraissent désormais archaïques ou générateurs d'injustice qui ne sont plus acceptables. Et nous fermerons donc, pour ce qui concerne la retraite, les régimes spéciaux de la RATP, des industries électriques et gazières,
des clercs et des employés de notaires, de la Banque de France et du Conseil économique, social et environnemental. Nous le ferons en respectant le contrat social, le pacte social. C'est la raison pour laquelle ces régimes spéciaux de retraite seront fermés pour les nouveaux embauchés, uniquement, à compter du 1er septembre 2023. Par contre, l'équité consiste aussi à demander à l'ensemble des actifs de travailler un peu plus longtemps. Et c'est aussi pour cette raison que les entreprises qui salarient des personnels dans le cadre de régimes spéciaux devront ouvrir très rapidement des négociations pour mettre en place des périodes de convergence, comme après la réforme de 2010, et ainsi relever l'âge de départ des régimes spéciaux de 2 ans, comme c'est le cas pour l'ensemble des salariés. Enfin, l'équité, c'est permettre aux indépendants d'avoir les mêmes droits que les salariés face au même montant de prélèvement. Et c'est pour ça que, parallèlement à l'examen de ce texte, nous engagerons la réforme de l'assiette sociale pour la concrétiser dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, en veillant à ce que les indépendants qui réalisent une carrière complète bénéficient également et pleinement de la garantie de retraite minimale. Nous avons aussi profité de ce texte pour solder quelques irritants, et c'est la raison pour laquelle nous vous proposons de stopper définitivement le processus d'unification du recouvrement entre l'URSSAF, l'Agirc-Arrco et la Caisse des dépôts et consignations. Voilà, Madame la Présidente, les principales caractéristiques du texte. Je ne doute pas que sur un certain nombre de questions, il y a des interrogations que les rapporteurs ou les sénatrices et sénateurs vont relayer, et j'essaierai d'y répondre dans les instants qui suivront. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, on va prendre les questions des 3 rapporteurs qui commencent. Elisabeth Doineau, rapporteur général. Merci, Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, chers collègues. Alors, ce n'est pas le moment, c'est ce qu'on entend un peu partout, dans la rue, partout dans nos familles, etc. En fait, nous l'avons entendu depuis 5 ans ici. La majorité sénatoriale présentait cet amendement et on nous disait, d'ailleurs, du banc des ministres, que ce n'était pas le moment. Là, c'est le moment. Nous sommes à la croisée des chemins et nous sommes dans cette audition. Et je vous remercie, Monsieur le Ministre, pour toutes les précisions que vous avez apportées sur cette réforme des retraites. Moi, je voudrais le redire, nous ne sommes pas des dogmatiques ici au Sénat pour avoir défendu depuis 5 ans ce besoin de regarder précisément comment on pouvait agir pour pérenniser le système de retraite tel que nous l'avons depuis un certain temps déjà, cette justice, je dirais, sociale sur laquelle il repose. Nous ne sommes pas des dogmatiques, seulement nous sommes dans la réalité des budgets et en fait nous sommes devant la réalité démographique et nous savons que nous ne pouvons pas maintenir en tout cas ce système de retraite par répartition sans avoir un regard sur les finances publiques et permettre qu'on puisse conserver ce modèle qui nous est cher. J'ai plusieurs questions. D'abord sur les effets financiers de la réforme, sur la prévention et la réparation de l'usure professionnelle et en dernier lieu sur les cotisations. Ma première question concernant les effets financiers de la réforme est celle-ci. Vous fondez la trajectoire de retour à l'équilibre du système de retraite à l'horizon 2030. Alors, on l'a vu sur une perspective de déficit du système de retraite de 13,5 milliards d'euros à cette échéance. Mais cette prévision repose sur une hypothèse d'un taux de chômage de 4,5%. Aujourd'hui, les médias nous annoncent qu'effectivement, on baisse ce taux de chômage. Mais est-ce que ce n'est pas trop optimiste à l'heure où on voit aussi qu'il y a des défections dans des entreprises et que le taux de chômage pourrait finalement pas être aussi bas que prévu? Est-ce qu'il n'y a pas lieu de regarder précisément plusieurs hypothèses, finalement, plusieurs scénarios, afin d'être sûr de bien faire les choses? Est-ce que vous anticipez un autre scénario, en quelque sorte? Ma deuxième question sur les effets financiers. Pouvez-vous détailler les mécanismes de solidarité interbranche que le gouvernement fait intervenir dans l'équilibre de la réforme? Ceux-ci ont-ils vocation à évoluer, voire à être renforcés à l'occasion de l'examen du texte? Ensuite, sur la prévention et la réparation de l'usure professionnelle. Vous avez déjà abordé ce sujet dans vos propos liminaires, mais si vous pouviez aller un petit peu plus loin. Vous prévoyez la création d'un fonds d'investissement dans la prévention de l'usure professionnelle financé par la branche AT-MP. Vous avez annoncé qu'il serait doté d'1 milliard d'euros sur le quinquennat. Est-ce que vous pouvez nous préciser s'il s'agit de dépenses nouvelles ou si certaines dépenses de prévention existantes sont réorientées vers le fonds?
Et pour quelles raisons les facteurs de pénibilité qui seraient pris en compte au titre du fonds n'incluent que les risques ergonomiques, comme vous les avez nommés tout à l'heure, générateurs de troubles musculo-squelettiques, et non les agents chimiques dangereux, alors que ces derniers sont également exclus du compte professionnel de prévention, le C2P. Pour terminer, sur les cotisations, pourquoi reporter au PLFSS pour 2024 la refonte de l'assiette sociale des travailleurs indépendants ? Est-ce que vous pourriez confirmer que l'ensemble de ces assurés, y compris les non-salariés agricoles, seront concernés par cette réforme? Voilà, ce sont mes questions. Je ne doute pas que mes collègues rapporteurs, et notamment René-Paul Savary, qui était à l'origine de tous ces travaux sur la réforme des retraites, seront à même de poser des questions complémentaires. Merci, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre, vous souhaitez répondre déjà ou on prend toutes les questions des rapporteurs? Alors, René-Paul, oui. Très bien, merci. Merci effectivement d'avoir rejoint les propositions de la majorité sénatoriale, mais nous avions un calendrier un peu plus modéré que ce qui est proposé aujourd'hui. Nous permettrons peut-être de le revoir, bien entendu. Nous souhaiterions également avoir une étude d'impact plus importante, me semble-t-il, qui doit exister, que ce que l'on a jusqu'à présent. Si c'était possible, puisque nous disposons du document de présentation, et je pense qu'il y a une étude plus importante d'impact des mesures prises. Merci de nous les communiquer au plus vite. Vous avez déjà répondu à un certain nombre de questions. Moi, 2-3 précisions comme ça qui nous ont a priori sauté aux yeux et qui ne figurent pas forcément directement dans le texte. Par exemple, sur les micro-entrepreneurs, puisque certains sont affiliés à la caisse, au régime général, et donc vont, par exemple, bénéficier des dispositions du minimum contributif, alors que ceux qui sont restés à la CIPAV, semble-t-il, ne bénéficieraient pas des minimums contributifs. C'est peut-être un point à lever. Également, en ce qui concerne ce minimum contributif, allez-vous faire participer les régimes complémentaires? Puisque c'est une allocation différentielle qui prend en compte justement les pensions des régimes de base et complémentaires, et quelle est votre stratégie dans ce domaine-là? En ce qui concerne l'usure professionnelle, il y a la visite médicale qui est tout à fait intéressante entre 60 et 61 ans. Je pense même qu'elle devrait être peut-être de façon plus antérieure, qu'elle pourrait être plus complète qu'une visite médicale, mais c'est très bien pour ceux qui sont en emploi. Mais ceux qui ne sont pas en emploi, et on sait qu'il y en a qui ne sont pas en emploi, quelles mesures allez-vous proposer pour effectivement qu'ils puissent bénéficier également d'une entrevue médicale ou sociale permettant de redéfinir la trajectoire de fin d'emploi de ces personnes-là? En ce qui concerne également l'emploi des seniors, est-ce que vous prévoyez une loi travail pour définir un certain nombre de mesures parallèlement à ce qui est fait aujourd'hui, qui est une loi plus budgétaire bien entendu, qui prescrirait un certain nombre de dispositifs? Nous avons besoin là aussi d'une vision dans l'avenir pour voir si nous faisons ou pas un certain nombre de propositions. En ce qui concerne maintenant les départs anticipés en retraite, effectivement, vous avez mis 3 critères, 16, 18, 20 ans, mais pour les 16-18 ans, 44 années de cotisation. Pour ceux qui sont à compter de la génération 1965, est-ce que ce dispositif peut être, ce dispositif, me semble-t-il, peut être éventuellement modifié, puisqu'il est difficile d'expliquer à ces générations qu'ils travailleront, qu'ils auront une durée d'emploi plus longue que les autres, me semble-t-il. Et là aussi, je pense qu'il y a des dispositions qui peuvent peut-être être prises. Peut-être en avez-vous déjà envisagé. De même, vous dites qu'en ce qui concerne les carrières actives, il n'est plus nécessaire de finir dans l'emploi caractérisant la carrière active pour pouvoir bénéficier de ces avantages. Or, il nous semblerait que ça existe déjà et que celui qui a une carrière active, qui reprend une
une carrière qui n'est pas éligible au régime des actifs puisse bénéficier quand même des avantages qu'il a eus. C'est en tout cas les réponses que nous font un certain nombre de caisses, et notamment les centres de gestion également de la fonction publique territoriale, qui nous disent qu'il n'est pas nécessaire que le fonctionnaire termine sa carrière sur un emploi relevant de la catégorie active pour bénéficier du départ anticipé dans le cadre de ce dispositif. Donc là aussi, cela mérite quelques précisions. Merci de nous les apporter. Très bien. Et pour terminer, Sylvie Vermeillet. Merci Madame la Présidente et merci de m'avoir permis d'assister à cette audition et de poser des questions. Monsieur le Ministre, merci pour votre présentation. Je vais ajouter quelques questions à celles de mes collègues. Tout d'abord, pour ce qui concerne l'entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre, j'ai déjà des retours de la part de certaines catégories ou de collectivités qui font valoir qu'une application aussi rapide, une entrée en vigueur aussi rapide de la réforme complique parce que les projections des entreprises ou des collectivités, ou je pense aussi aux enseignants qui ne peuvent pas partir en cours d'année, complique énormément. Il y a le fait de pouvoir prendre ses congés lorsqu'on fait valoir ses droits à la retraite, les comptes épargne-temps et le tuilage entre le remplaçant qui doit reprendre le poste et le départ du retraité fait que on s'y prend souvent un an à l'avance et qu'une application, une entrée en vigueur de la réforme au 1er septembre 2023 paraît très très rapide et en tout cas risque de compliquer l'organisation et le coût pour ceux qui se sont déjà organisés pour remplacer des départs à la retraite. Une interrogation sur les perspectives et les cotisations dans le prolongement des interrogations d'Elisabeth Doineau. Dans le cadre du projet de loi SUR, il avait été envisagé d'avoir une cotisation vieillesse déplafonnée. Est-ce qu'on a une idée de ce que pourrait donner une cotisation vieillesse au-delà du plafond de la sécurité sociale, par exemple, jusqu'à 3 passes? Concernant la revalorisation des minima, 1 200 € du SMIC brut, est-ce que ça concerne bien les polypensionnés? C'est une confirmation que j'aimerais avoir. Concernant les régimes spéciaux, sujet qui me tient à cœur, est-ce que vous pourriez nous donner quelques précisions sur ce qui va advenir des régimes spéciaux? Est-ce que les nouveaux affiliés rentrant cotisant à la CNAV et à Agirc-Arrco, est-ce qu'on peut imaginer des compensations, des conventions de compensation entre la CNAV et comme ça s'est fait finalement pour la SNCF, des compensations qui permettraient de rendre les cotisations des nouveaux entrants pour pouvoir financer les pensions. Également, quel est le devenir, par exemple, je pense à la Banque de France, du solde de la caisse? Ça représente tout de même un peu plus de 15 milliards pour la Banque de France. Qu'est-ce que vous prévoyez pour le devenir de cette caisse? Ensuite, un sujet important qui concerne la natalité, le taux de fécondité. Est-ce que vous prévoyez des mesures qui aillent au-delà de ce qui existe aujourd'hui en matière de maternité pour encourager, en tout cas, ne pas dissuader les femmes d'avoir des enfants? Je pense qu'on ne peut pas rétablir un système de retraite par répartition sans inverser cette courbe décroissante du nombre d'actifs et en tout cas soutenir le rythme des générations. Voilà, de cette manière, est-ce que vous envisagez des actions complémentaires? Et puis, de façon tout à fait liée, quel serait le devenir du fonds de réserve des retraites? Ce fonds de réserve des retraites, à mes yeux, devrait être sanctuarisé, tout simplement pour pouvoir engranger des excédents quand ce serait le cas et se prémunir de futurs chocs démographiques tels que celui qu'on est en train de connaître.
Dernier point, on est ici au Sénat. Vous me permettrez d'avoir une attention que je porte depuis 5 ans avec ma mission de rapporteur. C'est celle de la retraite des élus, et notamment les élus qui perçoivent des indemnités inférieures à la moitié du plafond de la sécurité sociale, c'est-à-dire 1 833 € aujourd'hui. Depuis 2013, les élus qui perçoivent plus de la moitié du plafond de la sécurité sociale cotisent à toutes les cotisations, et donc la cotisation vieillesse, la cotisation de base. En cela, ils conservent des droits à la retraite pleins et entiers, et ils peuvent faire valoir leur carrière pleinement. Ceux qui sont en dessous de la moitié du plafond de la sécurité sociale ne cotisent qu'à CSG, CRDS et à l'IRCANTEC, retraite complémentaire, mais ne cotisent pas à la retraite de base. Et je trouve que c'est une profonde injustice parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de maires ou d'adjoints, d'élus, qui réduisent leur temps de travail pour pouvoir exercer cette fonction de maire ou d'adjoint, et en ça perdent des droits à la retraite, puisqu'ils ont une cotisation de base plus faible. Et le pire pour moi, c'est que lorsqu'ils font valoir leurs droits à la retraite, ils ne peuvent même pas prétendre à racheter des trimestres. Et ça me semble profondément injuste. On me permettrait un parallèle. Quelqu'un qui a fait de la prison a le droit de racheter des trimestres, pas un maire. Dans ce cadre-là, je trouve que c'est profondément injuste, et j'espère que ce texte pourra remédier à cette injustice. Merci. Monsieur le ministre, beaucoup de questions. On va faire une pause dans les questions. Très bien, merci Madame la Présidente, et merci Mesdames et Messieurs les rapporteurs. Peut-être dans l'ordre des questions telles qu'elles ont été abordées, sur la question des équilibres financiers et des effets financiers de la réforme. Nous prévoyons effectivement un retour à l'équilibre en 2030, avec une hypothèse de chômage qui est à 4,5% en 2027, et une hypothèse de productivité moyenne. C'est en cela que nous qualifions l'hypothèse de centrale. Vous avez raison de considérer que le taux de 4,5% de chômage est optimiste, et c'est l'objet de tous nos efforts, mais il reste optimiste. Et cela souligne le besoin de mener des politiques d'emploi très actives. Si le taux de chômage était moins bas et si la situation était moins améliorée que nous l'espérons, évidemment, ça se traduirait par des déficits plus importants au même horizon, et une difficulté plus importante d'atteindre l'objectif à cet horizon, nécessitant peut-être de décaler un peu la date de retour à l'équilibre. Mais il nous a semblé cependant difficile d'aller au-delà et d'anticiper un scénario plus pessimiste, parce que les mesures que nous mettons en place doivent pouvoir l'être de manière progressive, et anticiper sur un scénario plus pessimiste nous aurait conduit à des mesures qu'on qualifie de paramétriques plus rapides et plus importantes, ce qui aurait été à nos yeux difficile à mettre en œuvre. La solidarité interbranche va intervenir de la manière suivante. Nous constatons, et ça fait le lien avec votre question suivante, que la branche AT-MP a la caractéristique extrêmement agréable d'être particulièrement excédentaire. À horizon 2026, nous estimons que l'excédent sera 3,3 milliards d'euros. Une fois retraités, les virements au titre de la solidarité interbranche qui sont traditionnellement adoptés en PLFSS, autour d'1 milliard, 1,1 milliard au titre des sous-déclarations pour les accidents du travail. Et donc, après ce retraitement, il reste 3,3 milliards d'euros. Si nous considérons que la mobilisation de nouveaux moyens pour le fonds de prévention de l'usure professionnelle mobilise 200 millions d'euros, sur 3,3 milliards d'euros, il reste 3,1 milliards par définition. Et si nous diminuons la cotisation AT-MP versée par les employeurs pour environ 1 milliard d'euros, cela permet de garder un excédent autour de 2 milliards, ce qui est, sur une branche AT-MP gérant 17 milliards par an, un excédent qui reste tout à fait raisonnable et même confortable. Et cette diminution de la cotisation AT-MP à hauteur d'1 milliard d'euros serait compensée par une augmentation de la cotisation CNAV des employeurs de 0,12 points, représentant 1 milliard d'euros aussi. C'est neutre pour l'employeur, c'est neutre pour les employeurs, mais ça permet, par contre, de générer 1 milliard d'euros de recettes au titre de la Caisse nationale d'assurance vieillesse, et ainsi, dans les bornes du système de retraite, de participer à l'équilibre et à cette atteinte d'objectifs d'équilibre. Les risques ergonomiques sont la priorité des accords de prévention de l'usure professionnelle. Mais bien évidemment, nous serons ouverts dans le cadre des négociations pour voir quels sont les autres risques qui pourraient être ainsi prévenus. Je fais juste une parenthèse pour dire que l'exposition aux agents chimiques est évidemment
un point qu'il ne faut pas sous-estimer. Nous considérons, mais je suis tout à fait ouvert évidemment au débat sur ce point-là, que sur les questions d'agents chimiques, la question ne doit pas être réglée en termes de prévention sur site de travail ou de réparation, mais doit avant tout être réglée par des normes d'interdiction et pour empêcher cette exposition. C'est la raison pour laquelle, pour nous, cela relève plus de la sécurité que de la pénibilité. Et c'est la raison aussi pour laquelle nous n'avons pas réintégré de la même manière ce risque lié à l'exposition au risque chimique. Monique Lubin. Merci Madame la Présidente. Bon, moi je ne m'étendrai pas sur un certain nombre de choses que j'ai envie de dire. Nous aurons quelques jours de débat et donc nous aurons l'occasion de dire ce que nous avons envie de dire. J'ai quelques questions. Pourquoi n'avez-vous pas fait un véritable projet de loi sur les retraites ? Parce que toutes les mesures d'accompagnement dont vous nous parlez, soit vous nous dites qu'elles seront prises par décret, et les décrets, on sait ce qu'il en est, soit ils ne sont jamais pris, soit ils nous réservent certaines surprises, comme la surprise qu'on a eue le 23 décembre avec le décret qui finalement n'a pas été pris sur l'indemnisation des chômeurs. Ou alors vous nous dites qu'il y aura une mesure, un projet de loi. Oui, ça vous fait beaucoup rire, excusez-moi. Je ne trouvais pas ça pourtant très rigolo. Et donc, soit il y aura un projet de loi supplémentaire. Bon, enfin, voilà. Alors en fait, je vous pose la question, mais je sais bien pourquoi vous n'avez pas fait un projet de loi retraite et pourquoi vous êtes passé par une loi de finances rectificative pour des raisons uniquement de politique politicienne, mais c'est bien dommage quand même parce que les salariés, les futurs retraités méritaient mieux que ça. Sur les questions pratiques, le fait de reculer l'âge à 64 ans va susciter quelques économies en termes de surcote, puisqu'on a des salariés qui auraient pu bénéficier de surcote et qui n'en auront plus. Est-ce que vous envisagez du coup d'améliorer le système de décote, et notamment, pourquoi pas, pour les femmes ? Sur l'apprentissage, la loi Touraine a permis aux apprentis, enfin à ceux qui ont été apprentis, de faire en sorte que les trimestres d'apprentissage comptent pour la retraite, mais c'est depuis 2014. Est-ce qu'on peut envisager de prendre en compte les trimestres d'apprentissage pour les années antérieures ? Vous avez parlé des TUC. Je sais que il y a eu une mission à l'Assemblée nationale et je fais partie des gens qui ont été saisis, comme d'autres, sur les TUC. Vous allez les prendre enfin, vous allez leur donner des droits à retraite, ce qui est bien. Dans quelles conditions ? Les bonifications pour enfants. Les femmes aujourd'hui bénéficient de 8 trimestres par enfant. Ça les aide pour un grand nombre d'entre elles à avoir les carrières à taux plein, à pouvoir partir à la retraite à l'âge légal avec des carrières à taux plein. Pour un certain nombre d'entre elles, du coup, qui devront travailler un peu plus, finalement, ces bonifications pour enfants, ces trimestres supplémentaires, ne trouveront plus leur utilité. Donc, que restera-t-il finalement pour les femmes qui avaient comme bon, alors je ne sais pas comment il faut appeler ça, compensation, ces trimestres pour finalement les mois qu'elles avaient passés à s'occuper de leurs enfants. Est-ce qu'on peut envisager donc une autre forme pour les femmes, une autre forme de soutien, comme ça a été dit d'ailleurs, à la maternité. Et enfin, moi j'avoue aussi que je ne comprends pas bien, j'ai besoin d'une explication technique sur les 1 200 €, parce que moi j'avais cru comprendre que c'était donc une augmentation à 85% du SMIC, de la retraite, donc retraite principale plus retraite complémentaire, donc avec un appel aux caisses de retraite complémentaire. Et maintenant, j'entends parler de minimum contributif. J'avoue que je ne comprends pas, là. J'ai besoin vraiment techniquement d'une explication. Merci.
Merci. Mélanie Vogel. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, je crois que ma question va bien avec la dernière question de ma collègue, parce que ma première question est exactement sur cette affaire des 1 200 €. Le gouvernement a beaucoup communiqué sur le fait que dans cette réforme, il y avait un équilibre et qu'au fond, des sacrifices étaient nécessaires pour rétablir le niveau des petites retraites, notamment autour de cet exemple phare d'une personne fictive, je crois dans mes souvenirs qu'elle s'appelait Hélène, mais je crois qu'Hélène n'existe pas, qui pouvait bénéficier d'une hausse à hauteur donc de 85% du SMIC, soit 1 200 €, après avoir cotisé toute sa vie au SMIC avec une carrière complète. Bon, déjà, de ce que je comprends, c'est pas 1 200, mais 1 193. Je sais que pour certains, 7 €, c'est pas grand-chose, voire rien, mais pour d'autres personnes, c'est beaucoup. Précision mis de côté sur les 7 €, depuis ce que j'ai compris, c'est qu'en réalité, c'est pas exactement la réalité, et que beaucoup de personnes qui seraient touchées par cette hausse du minimum contributif n'arriveraient pas à la fin avec une pension qui serait à hauteur de 1 200 €. Donc moi, je voudrais savoir quelque chose de très simple. Est-ce que vous pouvez nous dire, non pas combien de personnes vont être touchées par le dispositif, non pas combien de personnes vont voir le minimum contributif rehaussé, mais combien de personnes touchées par le dispositif vont se retrouver à la fin, après cette réforme, avec une retraite à hauteur de 1 200 €. Je pense que c'est un chiffre assez simple, qui est important à connaître, puisque c'est présenté comme étant une des mesures positives de cette réforme, et ce serait important de savoir combien de personnes vont être touchées. La deuxième question, c'était sur un sujet qui a beaucoup occupé nos débats ces derniers jours sur l'égalité entre les femmes et les hommes, puisque de l'étude d'impact que le ministère a lui-même publiée, il apparaît que les femmes vont être davantage touchées que les hommes en moyenne par l'augmentation de la durée du temps de travail. Et Monsieur le ministre, vous avez dit que ceci ne creusait pas les inégalités entre les femmes et les hommes, et même que ça rétablissait un certain nombre de choses. Sous-entendu, aujourd'hui, ce sont plutôt les femmes qui sont avantagées, puisqu'elles doivent travailler un peu moins que les hommes, et donc là, elles vont devoir travailler un peu plus, et ça rétablirait un peu d'équité. Sachant qu'en moyenne en France, les femmes touchent une retraite environ 40% inférieure à celle des hommes, est-ce que vous considérez qu'aujourd'hui, les femmes ont un avantage indu en ce qui concerne leur temps de travail et les retraites? Et enfin, je voulais juste rebondir sur la question de l'exposition aux substances chimiques. Vous avez dit, et moi je partage, je préfère aussi que en fait, personne soit exposé à des substances chimiques dangereuses plutôt que d'avoir des personnes qui sont en mauvaise santé et qu'on doit faire partir plus tôt parce qu'elles sont en mauvaise santé. Je préfère que tout le monde soit en bonne santé. Je voulais donc savoir si le gouvernement avait prévu des améliorations prochaines pour éviter l'exposition aux substances chimiques dangereuses des salariés afin que nous n'ayons plus besoin d'avoir ce critère. Je vous remercie. Corinne Ferret. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre, à mon tour de vous interroger pour ce moment d'audition sur des points très concrets. Viendra le temps du débat et croyez-moi, on aura beaucoup de choses à dire sur cette réforme qui est injuste, qui est brutale et qui n'est pas utile. Cela dit, je voulais vous interroger sur la pénibilité. Il a été décidé, en tout cas dans cette réforme, que les cotisations vieillesse employeurs seraient augmentées et cette augmentation serait compensée par une baisse du taux de cotisation sur la branche accident du travail, maladie professionnelle. La Première ministre ayant dit, et vous venez de le répéter, que l'excédent de cette branche était très important, voire très fort, et qu'on pouvait ainsi agir. Je rappelle en préalable que cette branche est constituée, en tout cas les recettes de cette branche sont constituées de 97% de cotisations des entreprises, comme son nom l'indique, accident du travail, maladie professionnelle. Ça se
contrat, que tout ça se passe en entreprise. Et ce n'est évidemment pas du fait du salarié. Alors, l'excédent, vous avez annoncé quelques chiffres. Moi, je veux aussi insister sur une partie, on en parle à chaque examen du PLFSS, sur le volet sous-déclaration, on l'appelle comme ça. On constate que de nombreuses déclarations d'accidents du travail ne sont pas faites ou réalisées en entreprise, et pour le coup, elles basculent ou elles relèvent à ce moment-là de la branche maladie. Je dis ces sous-déclarations sont en très forte hausse, puisqu'on considère là pour aujourd'hui, on va dire, cette année passée, qu'on est de l'ordre de 1,2 milliard à 2 milliards d'euros. Donc, pour cela, la branche AT-MP reverse à la branche maladie chaque année un certain montant, mais le gouvernement, depuis quelques années, considère qu'il faut se baser sur la fourchette basse et non pas sur la fourchette hausse. J'ai souvenir dans nos débats de PLFSS que nous disions que ça ne devait pas procéder ainsi, mais être vraiment sur la fourchette haute et non pas comme cela est proposé aujourd'hui. Donc cet excédent, moi je le minorerais, y compris au regard des chiffres que vous avez indiqués. Et quand on parle d'excédent, dans nos débats annuels sur le PLFSS, c'est bien fort de ce constat, on va dire. Nous avons demandé, mais pas seulement notre groupe, à la fois que, puisque excédent il y a eu beaucoup plus de crédits consacrés à la prévention des risques professionnels, ça a été refusé, qu'il y ait une augmentation aussi des budgets consacrés dédiés à l'ANACT, l'Agence nationale d'amélioration des conditions de travail, ce qui n'est quand même pas rien, et elle a un rôle important, qu'il y ait aussi une augmentation des crédits ou des financements pour les différents fonds dédiés aux victimes, que ce soit les victimes de l'amiante, les victimes du chlordécone. Et je me souviens en 2020 que nous avions déposé et discuté, débattu une proposition de loi pour la création d'un fonds Covid qui, bien évidemment, n'avait pas reçu le soutien du gouvernement. Je dis bien évidemment, parce que voilà, les choses sont ainsi. Donc voilà comment cet excédent aussi pourrait être utilisé. Je ne sais pas si c'est le terme qui convient, mais il y a véritablement matière à attribuer cet excédent à des besoins qui sont réels. Alors vous dites que au travers de cette réforme, le gouvernement se propose de faire plus encore, voire mieux, sur la pénibilité. Mais je veux vous rappeler, la cruauté de vous rappeler, qu'en 2017, le gouvernement de M. Macron s'est précipité, on va dire, pour retirer 4 critères sur les 10 du compte pénibilité, et pas des moindres. Port de charges lourdes, exposition aux vibrations. Donc voilà, de très nombreux salariés sont confrontés à ces difficultés de travail. Alors est-ce que demain, ou est-ce que dans cette réforme que vous proposez, parce que les choses sont assez floues sur la pénibilité, est-ce que ces 4 critères essentiels seront réintégrés pour que tous les salariés qui y sont, encore une fois, qui doivent y faire face, puissent le valoriser, on va dire, au regard du programme que vous proposez. Enfin, il est proposé aussi la création d'un fonds d'1 milliard d'euros pendant le mandat pour souscrire ou accompagner, on va dire, ce soutien à la prise en charge ou à la prise en compte ou à l'évolution de la prise en compte de la pénibilité. Moi, j'ai quelques inquiétudes ou interrogations, on va dire, au regard de ce que j'ai précisé depuis tout à l'heure. Un excédent qui n'est pas, à mon sens, au niveau que vous évoquiez. Un transfert sur la branche maladie qui n'est pas au niveau tel qu'il devrait être, qui est minoré là aussi, même si à terme, ce transfert ne devrait quasiment plus exister. C'est-à-dire que là aussi, il y a des actions d'information, de sensibilisation, pour que toutes ces déclarations relèvent bien de la branche AT-MP, soient bien faites dans le cadre de l'accident du travail, maladie professionnelle, et non pas dans le cadre de la branche maladie.
Voilà donc mes questions, mes Merci. interrogations pour ce premier temps d'échange. Merci. Raymond de Pont-Sémonge et Annick Jacquemet, et on en aura terminé avec les questions. Raymond de Pont-Sémonge. Oui, merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre. Alors écoutez, à vous entendre, j'avais prévu des questions, mais je vais en faire d'autres parce que je vous ai écouté attentivement. Et j'ai remarqué, tout comme je l'ai fait remarquer ce matin lors du rapport du Haut Conseil des finances publiques, que vous avez un point aveugle qui est assez intéressant. C'est-à-dire que vous dites la réforme va rapporter 18 milliards, 2 tiers, on retrouve les 12 milliards de déficit, sont affectés au rétablissement des comptes des retraites. Et puis, bon prince, vous dites 1 tiers ira à l'amélioration, toutes ces améliorations dont je vous ai parlé, et qui sont souvent tout simplement l'atténuation de la brutalité de la réforme. Mais il y a un point aveugle là. Qu'avez-vous fait des 3,9 milliards dont parle le corps, qui dit que votre retraite, induite par votre réforme, et notamment l'ouverture 2 ans après des droits de la retraite, va entraîner des dépenses de certaines prestations à hauteur donc de 3,9 milliards. Ils sont où là dans votre calcul? Je ne les vois plus. J'ai pas eu la réponse ce matin. Peut-être allez-vous me la donner, parce que je pense que le tiers d'amélioration, c'est aussi, c'est pas tout à fait de l'amélioration. Ça doit être de pouvoir compenser. D'ailleurs, on parle souvent d'1 tiers pour ces dépenses induites dans d'autres branches, effectivement, que ce soit le RSA pour les collectivités territoriales ou que ce soit le chômage. Enfin, ce qu'il en reste, puisque vous le réduisez de réforme en réforme. Et donc, j'aimerais que vous me redonniez... Alors, pourquoi je dis ça? Parce que effectivement, 3,9 milliards, c'est tout à fait plausible. Pourquoi? Parce que vous, Madame la rapporteure, a dit votre réforme est rapide. Moi, je dirais qu'elle est brutale. Parce qu'en fin de compte, sur qui vont peser ces économies? Elles vont peser sur la tranche d'âge 55-61 ans. Ceux qui devaient partir, vous savez, ça commence cette année. Et alors, qui sont ces 55-61 ans? Comment sont-ils aujourd'hui? Vous savez très bien qu'ils sont... pour un quart, pour une petite moitié encore un emploi, mais que effectivement un quart n'est ni en emploi ni en retraite. Ceux-là, où sont-ils? Ils sont au RSA, ils sont en inactivité ou ils sont au chômage. Bien, chômage, il y en a 10% qui sont au chômage dans ce que je viens de dire. Et cela, vos promesses sur l'amélioration de la pénibilité, sur tout ce que vous allez faire pour les seniors, afin que le taux d'emploi soit supérieur, vous conviendrez que ce n'est pas ceux qui ont 59, 60 ans et qui sont, eux, 20% ni en emploi ni en retraite, sur lequel ces fameuses promesses que vous nous faites vont s'appliquer. Donc cela, vous le savez, ces années, ces trimestres et ces années de prolongation, c'est l'allongement pour autant et à due hauteur, je dirais, du sas de précarité où ils sont. D'autant plus que le chômage a été réduit de plusieurs mois. Vous savez que ceux-là, ils ont un taux de retour à l'emploi qui est catastrophique, qui est de l'ordre de 30%, et qu'ils font le gros. En gros, ils sont du chômage de longue durée, parce qu'en fin de compte, ils ne retrouvent pas un emploi. Bien. Alors, où sont ces 4 milliards qui, en quelque sorte, consomment une partie du bénéfice, il y en a, de la retraite. Et d'ailleurs, je note qu'un tiers d'amélioration, ce que vous dites, le fameux tiers, je vois que c'est les travailleurs quand même qui se payent l'amélioration de leur système. Il y a un partenaire, là, il y a un acteur qui a disparu, c'est l'employeur, quoi. Je croyais que la retraite, c'était du côté employeur, du côté salarié. Là, c'est les salariés qui bossent beaucoup plus pour se payer le peu d'amélioration que vous avez consenti. Alors, par rapport à ça, il y a un petit point technique aussi que j'aimerais, c'est par rapport à ce qui a été dit sur la cotisation AT-MP qui passe effectivement pour partie à la vieillesse. Moi, j'aimerais bien savoir si c'est neutre pour l'employeur, notamment. Parce que je crois savoir quand même que les cotisations vieillesse font l'objet de larges exonérations patronales et sociales,
et donc ils vont en bénéficier pour 1,6 du SMIC, etc., alors que la TMP ne bénéficiait d'aucune exonération. Donc moi, j'ai déjà posé la question, on ne m'a pas répondu, mais là maintenant j'ai le ministre, donc je pense que lui, il sait si c'est vraiment neutre ou si effectivement par le biais des exonérations d'un côté, bon, voilà. Une dernière chose que je dirais, c'est que, que vous soyez... que vous nous fassiez pour ne jamais solliciter l'employeur. C'est vrai que les dividendes sont au plus bas, les profits aussi, les profits du CAC 40, tout ça c'est au plus bas. Il faut rétablir effectivement ça. Le partage des richesses est très satisfaisant. Il s'est dégradé, maintenant il est stabilisé à un niveau dégradé. Donc vous parlez souvent de compétitivité. Bon, moi je ne crois pas trop en tant qu'économiste à cet argument. Je pense que c'est vraiment la profitabilité que vous préservez là. Mais vous parlez souvent quand même, pour ne pas augmenter les cotisations, du pouvoir d'achat. Alors moi j'aimerais vous dire que autant vous pouvez parler du côté de la compétitivité au nom des employeurs que vous entendez très bien et dont vous avez une oreille quand même bien complaisante, autant moi je vous demande d'arrêter de parler au nom des salariés. Parce que effectivement, si vous leur demandez, si vous voulez, les salariés, regardez les enquêtes quand même, et y compris des enquêtes de cabinets très libéraux. 59% des Français seraient d'accord pour une augmentation des cotisations pour éviter votre réforme brutale d'allongement du temps de travail. Selon le baromètre de la DREES 2021, plus de 3 personnes interrogées sur 4 se disent opposées à la baisse des prélèvements obligatoires quand, de fait, elles sont associées à une baisse des droits sociaux. Et c'est ce que vous avez fait l'année dernière avec la loi du pouvoir d'achat. Vous dites, vous payez pas de cotisation, regardez, là, sans désocialiser, etc. et tout. Mais vous leur avez pas dit, quand ils ont jusqu'à 6 000 de primes désocialisées, ils alimentent plus la caisse de vieillesse et qu'il faudra quand même qu'ils travaillent un peu plus longtemps. Et si vous leur aviez dit ça, je pense qu'ils seraient un peu moins intéressés par ça. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que vous regardiez vraiment les sondages, car les Français, dans leur grande majorité, de toute façon, ne veulent plus qu'on arbitre, si vous voulez, les gains de productivité en faveur du pouvoir d'achat. Ils veulent, enfin pour la partie qui, je ne parle pas bien sûr de la partie la plus défavorisée, ils veulent pouvoir arbitrer les gains de productivité en faveur aussi de leur temps libre, en faveur d'une meilleure articulation de leur temps de travail. Et en tant qu'écologiste, je vous dirais que si on pouvait arrêter à tout propos de produire plus, de consommer plus, j'en serais fort aise. Annick Jacquemet, pour terminer, Monsieur le ministre, vous pourrez répondre. Oui, merci Madame la Présidente. Monsieur le ministre, merci pour vos explications. Déjà, moi, j'ai été beaucoup interpellée sur les règles qui régissent la reversion des pensions de retraite et la différence qu'il y a entre le secteur privé et le secteur public. Alors, dans le secteur privé, les salariés bénéficient d'un taux de réversion qui est plus avantageux. La pension de réversion du régime général est égale à 54% de la pension de l'assuré décédé, 60% dans la plupart des régimes complémentaires du privé, contre 50% dans le secteur public. Par contre, si le défunt exerce une activité ou exerçait une activité dans le secteur privé, les pensions de réversion des époux survivants sont soumises à des conditions d'âge et de ressources qui n'existent pas pour les fonctionnaires. D'une part, concernant la condition de ressources, le conjoint survivant ne peut pas prétendre recevoir de pension de réversion si ses revenus annuels sont supérieurs à 23 441,61 € bruts pour une personne seule et 37 506,56 € bruts pour une personne vivant en couple. Et d'autre part, concernant la condition d'âge, le conjoint survivant sera privé de l'intégralité de sa pension de réversion s'il a moins de 55 ans.
Alors pour beaucoup de personnes que j'ai rencontrées, elles ont un grand sentiment d'injustice. Donc je voulais vous demander si quelque chose était prévu, un assouplissement, une modification de ces règles dans le cadre des textes qu'on va étudier. Et sinon, est-ce qu'on ne pourrait pas au moins modifier l'effet de seuil dans le secteur privé en envisageant plutôt un pourcentage qu'un plafond de ressources? Merci. Voilà, merci. Merci. Monsieur le ministre, beaucoup de questions. Merci Madame la Présidente. Effectivement, il y a quelques questions que je vais essayer d'aborder. D'abord, Monsieur Van Lorenberg est revenu sur la nécessité de la réforme. Je n'y reviens pas. Je voudrais simplement préciser que pour ce qui concerne la pension minimum, à l'issue d'une carrière complète cotisée au niveau du SMIC, nous sommes bien, et j'entends la difficulté d'explication, mais nous sommes bien sur près de 1 200 € bruts, ce qui correspond à 85% du SMIC net à la fin de l'année 2023. Une fois qu'on a déterminé ce niveau de pension brute en disant près de 1 200 € bruts, et cela dépendra en réalité du montant exact du SMIC fin 2023, comme cela dépendra du montant exact fin 2024 et ensuite année après année, les seuls prélèvements qui s'appliquent sur cette pension consistent en la CSG, et avec une seconde précision à apporter, qui tient au fait que nous ne pouvons pas indiquer, individu par individu, lorsque nous sommes interrogés, le pourcentage CSG qui est appliqué, puisqu'entre le taux à 0, le taux à 3,8 et le taux majoré, cette détermination du taux ne dépend pas du niveau de la retraite, mais du niveau de ressources du foyer fiscal à laquelle appartient l'assuré. Nous pouvons préjuger, mais il y aura toujours une exception. Nous pouvons préjuger que les titulaires d'une pension minimum telle qu'ainsi calculée appartiendront plutôt, généralement, à des foyers assujettis au taux à 0 ou au taux à 3,8. Mais il peut toujours y avoir une exception, et on peut très bien imaginer qu'un assuré soit bénéficiaire de la retraite minimum tout en partageant sa vie avec un autre assuré gagnant beaucoup plus d'argent et amenant un assujettissement au taux majoré. Sur la question de la durée de cotisation, je crois avoir répondu assez largement à la question de M. Van Lorenberg tout à l'heure en répondant aux 3 rapporteurs sur le fait que nous sommes dans une logique de rapprochement au maximum des durées de cotisation effectives de chacun des assurés pour faire en sorte que cette durée minimum de cotisation exigée par nos textes ne soit pas exagérément dépassée pour avoir accès à une retraite à taux plein. La mesure qui consisterait à dire nous supprimons telle ou telle condition s'élève très rapidement à plusieurs centaines de millions d'euros, mais nous aurons l'occasion d'y revenir dans le débat. Il y a un lien que vous avez souhaité, ou en tout cas sur lequel vous m'avez interrogé, entre la prise en compte nouvelle des 3 critères ergonomiques, à la fois par la mise en œuvre d'accords de prévention branche par branche, puisque ce sont les branches qui les décideront, qui les discuteront et les décideront, et le suivi médical permettant des départs anticipés. Le dispositif que nous proposons pour les 3 critères ergonomiques est vraiment articulé autour de cela, de la prévention et un suivi médical pour un départ anticipé sur avis médical. Si nous faisions un lien, comme monsieur le sénateur le suggère, entre ces 3 critères ergonomiques et le C2P, et cela a été dit dans d'autres interventions, je crois, Madame Ferré ou Madame Lubin, pardonnez-moi si je fais une confusion. Cela consisterait à dire que l'exposition à ces 3 critères ergonomiques serait pourvoyeuse de points acquis au titre du C2P. Et avec ces points acquis au titre du C2P, on peut obtenir des départs anticipés de droit sans avis médical. Or, et c'est là, pour dire les choses très clairement, un point de désaccord que nous n'avons pas su résoudre avec les organisations syndicales réformistes en particulier, nous considérons que le dispositif que nous proposons permet des départs anticipés et donc une forme de réparation, comme l'utilisation des points C2P, en tenant compte de l'effectivité de l'exposition à ces 3 critères ergonomiques. Je prends un exemple pour illustrer le propos ou l'expliquer. Lorsque nous travaillons sur des métiers que nous considérons comme très probablement exposés à cette pénibilité liée aux 3 critères ergonomiques, il y a fort à parier que le métier de menuisier soit exposé. Parce que si vous êtes menuisier sur une charpente, dans des chantiers extérieurs, exposés au froid, au chaud et à la manipulation directe, évidemment que le port de charge, les vibrations, les postures pénibles sont au rendez-vous de ce métier-là et nécessitent une réparation autant que nécessaire. Par contre, si vous êtes menuisier dans un atelier avec parfois une température contrôlée et en utilisant une machine à commande numérique, l'exposition à la pénibilité aux 3 critères est très différente. Et pourtant, vous avez le même métier d'un point de vue administratif. Et donc, le suivi médical renforcé et individuel permet de tenir compte de l'effectivité. Le second exemple qui est souvent évoqué, même si ça reste un métier pénible dans les 2 cas à mes yeux, concerne les aides-soignants. Être aide-soignant dans un EHPAD
où tous les lits sont équipés de rails, de lève-malades, n'exposent pas la même pénibilité qu'être externant dans un EHPAD qui ne dispose pas de ces équipements. Et donc le suivi médical permet aussi d'apporter cette réponse différenciée en fonction de l'effectivité des conditions de travail. Sur la question des seniors et de l'intégration des recettes liées aux emplois créés, je vous confirme, monsieur le sénateur, que c'est bien intégré dans la maquette financière, les 300 000 que vous avez évoqués, sous la forme d'amélioration du niveau des recettes de la CNAV. Enfin, vous m'avez interrogé sur deux choses, la clause de revoyure et les risques liés à l'article 40. Pour ce qui concerne la clause de revoyure, je pense que nous devons, en responsabilité, pour ce qui concerne le gouvernement, et le Parlement en jugera, adopter une trajectoire de relèvement de l'âge qui permet d'assurer l'équilibre à horizon 2030. Après, une fois que j'ai dit cela, si le Parlement, et c'est son droit le plus strict, il n'y a même pas de question d'avis gouvernemental à la matière, si le Parlement souhaite mettre en place des modalités ad hoc de suivi de la mise en œuvre et des effets de la mise en œuvre de la loi, j'y serai tout à fait ouvert et le gouvernement y apportera son concours. J'ai notamment en tête ce qui a été mis en place pour le suivi des effets de la mise en œuvre du plan de relance, avec un comité ad hoc permettant d'éclairer les travaux et d'avoir un regard à la fois parlementaire et extérieur sur les effets de ce plan de relance. Sur l'article 40, la recevabilité au titre, ou l'irrecevabilité au titre de l'article 40, au-delà du fait qu'elle n'appartient pas au gouvernement, bien évidemment, ne dépend pas de la nature du texte, entre un PLFSS rectificatif ou un projet de loi ad hoc, mais bien de la nature des dépenses qui seraient proposées et de leur éligibilité. Vous me demandez de faire preuve d'ouverture d'esprit, ce n'est pas ce qui me caractérise le plus, mais il y a un certain nombre de dispositions qui, évidemment, nécessiteront de faire preuve de cette ouverture. J'ai dit, monsieur le sénateur, et je prends ce simple exemple, à l'occasion de réponses en commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale et hier, lors des séances de questions au gouvernement devant la même Assemblée nationale, que nous étions très ouverts à des systèmes qui permettent de faciliter le rachat de trimestres pour études longues ou pour les stages en période de formation. Et si je l'ai dit, c'était aussi pour que cette déclaration publique que j'ai faite au nom du gouvernement permette par anticipation de lever l'irrecevabilité au titre de l'article 40. C'est la démonstration que nous savons faire quand nous le souhaitons, pour permettre de donner un peu de marge de manœuvre aux parlementaires. C'est un début, monsieur le rapporteur, c'est un début. Madame Lubin, enfin, m'a interrogé, après et ensuite, pas enfin, m'a interrogé sur la nature du texte. Si nous avons retenu le choix d'un PLFSS rectificatif, c'est parce que l'ensemble des dispositions, la quasi-totalité des dispositions, que nous présentons ont des impacts en termes de coûts ou de recettes pour les comptes sociaux. Et ainsi, il nous a paru plus logique de le faire comme cela. La décote, dont vous appelez l'aménagement, est finalement déjà aménagée d'une certaine manière par les dispositions que nous proposons. Le fait de maintenir l'âge de suppression de la décote à 67 ans, soit 3 ans après le nouvel âge d'ouverture des droits, c'est une première dans la mesure où chaque relèvement de l'âge de départ s'est accompagné d'un relèvement de l'âge de suppression de la décote. Et ainsi, avec ce que nous proposons, la décote qui aujourd'hui peut atteindre 25% est limitée à 15%. C'est un premier aménagement. Je peux entendre que ça ne soit pas suffisant à vos yeux, mais je tenais à le souligner parce que c'est aussi une protection pour éviter d'aller trop loin en termes d'âge pour celles et ceux qui n'ont pas une carrière complète. Sur la question des trimestres d'apprentissage, je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir, mais je vois deux questions derrière votre intervention. La première, c'est, si j'ai bien compris, est-ce que les trimestres d'apprentissage réalisés avant 2014 et le relèvement des rémunérations permettant de fait d'être dans un niveau de rémunération validant un trimestre pourraient être pris en compte? En fait, il y a deux possibilités. Soit les apprentis en question, par le nombre d'heures sur lesquelles ils ont payé des cotisations et le niveau de rémunération, ont cotisé à hauteur de 150 heures par trimestre au niveau du SMIC de l'époque, et ça nécessite de reconstituer les carrières. Il y a une seconde possibilité qui est moins positive, enfin je ne sais pas si je dois le dire comme ça, mais qui est moins attrayante, qui est d'autoriser, de faciliter le rachat de trimestres réalisés au titre de l'apprentissage lorsque ceux-ci n'ont pas donné lieu à cotisation ou sur des niveaux de cotisation très bas. Ça fait partie des choses que l'on peut aussi regarder pour faciliter, notamment dans le cas d'apprentis qui, dans certaines situations, il y a fort longtemps maintenant, pouvaient être rémunérés sur des montants de rémunération très très bas. Très basse, pardonnez-moi. Mais en tout cas, c'est quelque chose que l'on peut regarder en fonction des périodes et des reconstitutions de carrière. Sur la bonification pour enfants et le fait qu'aujourd'hui, il y ait 4 trimestres validés dans le régime général, alors que c'est 2 dans le régime public, je suis très ouvert, je l'ai dit cet après-midi, à ce qu'il y ait une réflexion sur les droits familiaux de manière générale. Et ce que je dis là est vrai pour les pensions de reversion. Ça renvoie à votre intervention, je crois, Madame Poncet-Bonge, Madame Jacquemet, pardonnez-moi, parce qu'il y a trop de différences
Sur les seules pensions de réversion, il y a 13 régimes qui encadrent les pensions de réversion. Et derrière ce nombre de régimes, il y a autant d'injustices et d'inégalités. Et c'est la raison pour laquelle nous en avons saisi le corps. Mais c'est aussi, je pense, un sujet que nous aurons beaucoup de profit à regarder ensemble sur la base d'initiatives et de travaux parlementaires. Sur la question du niveau minimum de pension, comme j'ai dit à M. Savary tout à l'heure, ça n'est pas une allocation ou une garantie différentielle tout régime, c'est le relèvement du minimum contributif. Et donc ce que nous proposons... D'accord, mais il n'y a pas de souci. Mais comme par ailleurs Mme Luma m'avait aussi interrogé, je réponds tout aussi directement. Sur le minimum de pension, c'est un relèvement du minimum contributif et nous avons le choix de le relever de 75 € le minimum contributif majoré, qui est accessible pour tout assuré ayant cotisé 120 trimestres à l'échelle de sa carrière, c'est-à-dire 30 ans, et de 25 € du minimum contributif de base. C'est un mix, pardon pour la mauvaise expression, qui permet de couvrir le plus de monde possible. Et ça permet notamment de couvrir les carrières hachées, puisque ça permet l'accès à tout ou partie de cette revalorisation pour des carrières qui n'auraient pas été intégralement complètes, mais qui auraient connu, pour la majeure partie de la revalorisation, au moins 30 ans de cotisation. Alors pour les carrières complètes, c'est 100 €, et ça permet de passer d'environ 1060, 1063 € aujourd'hui à 1170 € aujourd'hui, 1193 € dans nos prévisions en septembre. Ça me permet de répondre indirectement à Mme Vogel. 7 €, on sait que ça compte. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous avez certainement noté que j'ai toujours pris la précaution de dire une retraite minimum près de 1200 €. Parce que je sais pertinemment qu'on était plutôt autour de 1190, 1193. Non, il n'y a pas deux dispositifs. Il n'y en a qu'un, articulé autour du minimum contributif, mais avec une revalorisation du MICO majoré pour 75 € pour une carrière complète cotisée au niveau du SMIC, et de 25 € pour le minimum contributif général, de base, qui est lui plus facilement accessible, ce qui permet d'amener des revalorisations à des personnes qui ont des carrières très incomplètes, puisque non assujetties à cette obligation de 120 trimestres cotisés à l'échelle de l'année. J'espère avoir été... brut, puisque la pension, c'est 1200 € brut. Et c'est ainsi qu'on arrive à 1200 € brut sur lequel s'applique le taux de CSG tel que je l'avais évoqué. Ensuite, donc, Mme Vogel, j'ai répondu sur le prêt de 1200 € et pour qu'il n'y ait pas de confusion sur l'importance des 7 €. Oui, mais elle avait aussi posé la question des 7 €. Voilà. Sur les 1200 €, je ne sais pas le dire précisément. Je sais que le système que nous proposons, ce que j'ai dit dans mon propos liminaire, permet de revaloriser la pension et la petite pension, d'une certaine manière, de 200 000 nouveaux assurés par an, c'est-à-dire un départ sur 4, pour un montant qui va varier de 25 ou 30 € jusqu'à 100 €. Mais je n'ai pas la ventilation, donc je préfère, en la matière, ne pas vous donner un chiffre trop précis qui serait par nature une erreur, puisque je n'ai pas cette ventilation avec moi à l'instant où je vous parle. Madame la sénatrice m'a demandé si je considérais que les trimestres validés au titre de la maternité provoquaient un avantage indu. Je pense qu'on peut avoir un débat très apaisé sur la question des droits familiaux et de leur harmonisation, en écho à ce que j'ai dit à l'instant à Mme Lubin sur les 4 trimestres concernant la validation des trimestres de maternité, sans être dans une forme de caricature ou de procès d'intention. Il n'y a pas d'avantage indu. Et il y a une situation que l'on peut dire très calmement aussi, et ça ne veut pas dire qu'il faut la remettre en cause, qui est que la validation de 4 trimestres pour les femmes à l'occasion d'une maternité était pensée pour compenser des trimestres non travaillés du fait de l'arrêt d'activité et donc de l'arrêt de cotisation, le temps d'élever un enfant est plutôt à l'échelle d'une année. Et aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour une femme qui connaît la maternité, qui est indemnisée au titre de l'assurance maladie pour le congé maternité, il y a finalement sur l'année de naissance de l'enfant la possibilité de valider 4 trimestres comme toute personne en activité, auxquels s'ajoute de valider et de cotiser 4 trimestres, auxquels s'ajoutent 4 trimestres de majoration, et auxquels peuvent s'ajouter 4 trimestres supplémentaires, puisqu'on dit toujours 4 pour le régime général, mais en fait c'est 4 plus 4, sachant que les plus 4 peuvent être répartis librement entre les parents, mais qu'à défaut de répartition volontaire avant les 4 ans de l'enfant, ils sont attribués automatiquement à la mère. Et donc on est dans une situation où nous avons cette différence d'âge effectif de départ qui s'explique par le fait qu'à carrière identique, du fait de validation de trimestre concomitant à la validation, à la cotisation de trimestre par activité, il y a une possibilité, nous constatons un départ plus jeune des femmes par rapport aux hommes. Et la réforme telle que nous la portons, à la fois par l'effet qu'elle a, et je souscris à la démonstration sur ce point de Madame la sénatrice Vogel, par le relèvement de l'âge de départ,
mais aussi par la mise en œuvre de la réforme de 2013 amenant une augmentation de la durée de cotisation, ces deux réformes conjuguées font qu'il y aura un rapprochement de l'âge effectif de départ et que la différence de 6 mois que nous constatons avec un âge de départ effectif des femmes inférieur à celui des hommes de 6 mois va plutôt être autour de 2 mois à horizon 2030. C'est ce qui m'a amené à dire cet après-midi que les femmes ne travailleraient pas plus tard ni plus longtemps que les hommes, même avec l'application de cette réforme. Et cette réforme a aussi des effets en termes de pension, puisque pour la génération 72 qui a été évoquée, nous estimons que le niveau moyen de revalorisation des pensions permis par la réforme, de manière intrinsèque, est autour de 650 € par an, et que 30% de femmes, environ, de femmes assurées, pardonnez-moi, auront une revalorisation de leur pension du fait de la réforme, et c'est justice quand on sait l'écart de pension que nous connaissons aujourd'hui. Enfin, Madame la sénatrice avait une dernière question sur les risques chimiques. Je fais vite, puisque là, j'aurai l'occasion, à mon avis, d'en reparler avec elle, mais je voulais évoquer avec elle les valeurs limites d'exposition professionnelle telles que définies par l'Union européenne, qui posent un cadre particulièrement protecteur et auquel, évidemment, nous souscrivons et vers lequel nous convergeons. Sur la question de Madame Ferré concernant le swap, pardon aussi pour cet anglicisme, entre la CNAV et la TMP. Pour nous, il s'agit bien de mesures qui sont importantes, puisqu'aujourd'hui, la branche ATMP, consacre environ 40 millions d'euros par an à la prévention de la pénibilité, et donc 1 milliard d'euros sur le quinquennat, et ça peut être autour de 200 à 250 millions d'euros par an. Donc on est sur un vrai changement d'échelle en termes de financement des actions de prévention de la pénibilité. Et il faut ajouter à ce milliard d'euros le fait que nous créons un fonds de 100 millions d'euros par an, donc 500 millions sur le quinquennat, pour financer le fonds de prévention pour la pénibilité des carrières de soignants, et c'est porté dans le PLFSS, et avec la volonté d'apporter des réponses très particulières au métier des aides-soignants, des infirmiers. Et mes collègues en charge de ces sujets vont ouvrir une discussion avec les employeurs territoriaux pour voir comment on peut imaginer un fonds de prévention de la pénibilité dans la fonction publique territoriale qui permettent de prévenir, puisqu'on sait que, notamment pour les catégories C de la fonction publique territoriale, les départs anticipés pour incapacité ou inaptitude sont plus importants en pourcentage et en volume que dans d'autres métiers, qu'ils soient publics ou privés. Et donc, ça ne s'arrête pas à 1 milliard, l'action pour la pénibilité. Ça ne remet pas du tout en cause le fait que la branche ATMP puisse fonctionner. Je le disais tout à l'heure, et je ne partage pas votre inquiétude sur la minoration des transferts vers la CNAM. Mais dans les prévisions que nous avons, les 3,3 milliards d'excédents en 2026 sont après les transferts de 1 milliard, 1,2 milliard, ça dépend des années, qui sont votés en PLFSS. Ces 3,3 milliards peuvent évidemment absorber 200 millions d'euros par an de prévention pénibilité. Et si nous diminuons de 1 milliard d'euros, il reste encore 2 milliards. 2 milliards sur une branche qui gère 17 milliards d'euros. Si nous ne faisons rien, alors ça peut être vu comme très bien, mais peut-être inutile, si nous ne faisons rien de ce que nous prévoyons, la branche ATMP serait excédentaire à hauteur de 20% de ses recettes annuelles, ce qui est un excédent assez inutile finalement en matière de protection sociale. Il vaut mieux mobiliser ces fonds pour pouvoir avancer. Sur les interventions de Mme Poncémont, je tiens à vous rassurer, Madame la sénatrice, les dépenses induites, nous les connaissons bien, puisque tous les chiffres que vous avez évoqués viennent des services du ministère du Travail, tant pour le chômage pour ce qui concerne la DARES que pour la maladie pour ce qui concerne l'adresse. Et dans les mesures d'accompagnement que j'ai évoquées, le fait de maintenir l'âge de départ à taux plein, sans décote, à 62 ans pour les personnes qui partent pour incapacité ou inaptitude, à 55 ans pour les travailleurs handicapés, c'est justement ce qui nous permet d'éviter cet effet de transfert que vous évoquez. Puisque dans toutes les réformes précédentes, et c'était le cas de la réforme de 2010, le relèvement de l'âge d'ouverture des droits s'était accompagné d'un relèvement de l'âge de départ sans décote pour ces catégories de population dites fragiles. Le fait de ne pas le faire évite l'effet induit sur les autres branches tel que nous avons pu le constater dans le bilan d'application de la réforme de 2010. Et donc c'est d'ores et déjà intégré dans notre maquette, notamment pour les questions relatives au chômage et à l'assurance maladie. Et je vous assure aussi, nous avons tenu compte de l'assiette et de l'existence d'allègements en matière de cotisation CNAV pour que la neutralité soit bien présente dans un sens comme dans l'autre. Et que ça ne coûte pas plus aux employeurs, mais que ça ne leur coûte pas moins. Et enfin, je termine, Madame la Présidente, mais j'ai répondu très rapidement tout à l'heure pour dire à Madame Jacquemet que la totalité de son propos concernant les pensions de réversion est juste et que ça nécessite ce travail très approfondi. Je forme simplement le vœu que l'examen parlementaire nous permette peut-être d'améliorer la situation et la prise en compte de situations moins nombreuses, mais peut-être très injustes. Je pense notamment aux possibilités d'attribution de pensions de réversion aux orphelins, en particulier aux orphelins handicapés, qui sont dans une situation souvent dramatique. Et ça, je pense que nous pouvons trouver des consensus, et je l'espère les construire, sans attendre
ce travail plus global sur les droits familiaux, que ce soit en termes d'accompagnement de la maternité, de la parentalité et de la question des reversions pour répondre à des situations plus compliquées que l'on connaît aujourd'hui et que l'on peut réparer. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à absolument tout, mais j'aurai l'occasion, je pense, dans le débat, de revenir sur ces questions-là. Merci, Monsieur le Ministre. Merci, en effet, pour répondre de façon précise à des questions complexes. Alors, on peut ne pas, c'est le cas pour certains, être d'accord, mais néanmoins, nous vous remercions de prendre le temps nécessaire pour répondre de façon le plus documentée possible à toutes les questions que l'on vous pose. Et nous vous donnons rendez-vous au débat.